Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on démarre ce nouveau webinaire organisé dans le cadre de la saison thématique Répondre aux enjeux du logement dans les petites villes de demain. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un travaux pratique, le numéro 2 de cette saison, autour de l'expérience de Saint-Clar dans le Gers, où nous allons pouvoir décortiquer l'accompagnement d'un EPF pour la réhabilitation d'un îlot de cette commune. Merci de vous être connectés et de vous intéresser au sujet. Donc moi, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain. Donc comme d'habitude, un petit rappel des consignes. Je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran. Et si jamais vous avez des petits soucis techniques, je vous invite à nous en faire part dans le cadre du chat que vous trouvez à droite de votre écran. Donc, comme je vous le disais, c'est le second et dernier travaux pratiques de cette saison thématique et nous avons, comme d'habitude, choisi de mettre en évidence une commune, petite ville de demain et cette fois-ci autour de l'accompagnement d'un établissement public foncier. Vous le savez certainement, les établissements publics fonciers peuvent acquérir des terrains en vue de leur réaménagement par des tiers, donc chargés de la construction de logements, de nouveaux quartiers ou encore d'équipements publics et ainsi de nombreuses petites villes de demain font appel à eux pour les aider dans les projets en matière de logement et dans les grands projets notamment. Donc nous avons donc aujourd'hui autour de la table la commune de Saint-Clar, donc située dans le département du Gers, et nous avons donc Béatrice Morand, directrice générale des services. Nous avons également aussi autour de la table Elsa Burguière, pardon, d'avoir écorché votre nom, donc chef de projet Petite Ville de demain à l'Interco, donc comité de communes Bastide de Lomagne, qui interviendra en complémentarité de Madame la DGS. Et puis nous entendrons aussi Monsieur Pochet, donc directeur adjoint Ouest au sein de l'EPF Occitanie, qui présentera son intervention à deux voix avec nos intervenantes du jour. Et puis, comme d'habitude, nous garderons aussi du temps pour relayer les questions que vous aurez posées par écrit à nos interlocuteurs afin que vous trouviez toutes les réponses à vos questions. Voilà, je ne fais pas plus long pour l'introduction habituelle. Je vous invite, Madame Burguière et Madame Morand, à prendre la main et à présenter votre commune et le projet. Bonjour à tous. Nous sommes dans la commune de Saint-Clar, située en région Occitanie, dans le nord du département du Gers. Et donc, nous appartenons à la communauté de communes Bastide de Lomagne, dont Elsa est chef de projet Petite Ville de demain, avec 3 villes, centre-bourg, identifiées Petite Ville de demain, faisant partie de cette communauté de communes. La commune de Saint-Clar est un bourg-centre d'un bassin de vie de 4000 habitants environ. C'est une commune, petite commune rurale de 1074 habitants référencés en 2022, mais qui connaît une croissance importante avec plus 4,7% en 3 ans. Nous sommes un pôle de centralité dans ce bourg-centre, puisque se concentre à Saint-Clar l'ensemble des commerces de ce pôle de 4000 habitants, avec une offre économique importante, des artisans dynamiques et regroupés essentiellement dans une zone économique à l'extérieur du pays. Les établissements sont publics, sont nombreux et de qualité, et l'offre touristique est très développée. Nous sommes un village dynamique, une dynamique positive, un village rural qui essaie toujours d'être dans son temps, mais comme dans beaucoup de zones rurales et comme dans beaucoup de bourgs, nous rencontrons la problématique de maintenir nos commerces dans le centre historique. Ce manque d'attractivité, essentiellement autour de la halle de Saint-Clar, une halle à potentiel touristique important, une halle inscrite au bâtiment de France, et où cet espace autour de la halle recentre une mixité fonctionnelle où l'habitat cohabite avec les services. Comme je viens de le dire, petit à petit, les commerces dans ce centre-bourg disparaissent et la commune a vraiment une politique de réintroduire ces commerces de proximité et également de maintenir de l'habitat avec une politique de réhabilitation
des locaux vacants, par exemple, avec une taxation sur les locaux vacants. Ça a été un levier, les logements vacants, ça a été un des leviers du conseil municipal. Également, dans le PLU, un des leviers a été de zoner les commerces en rez-de-chaussée et de ne pas pouvoir changer de destination de ces commerces afin de les réintroduire dans ce centre-bourg historique. L'opportunité est faite lorsque la dernière boulangerie du commerce ferme ses portes et laisse vacant un local d'une capacité intéressante situé sous des arcades, voilà, qu'on voit ici, des arcades au centre-bourg, des commerces rez-de-chaussée, du bâti vacant à l'étage. Il a été immédiatement ciblé par le conseil municipal de devoir acquérir ce bâtiment, vu qu'aucun de porteurs projets privés n'arrivait sur le marché. Comment faire, comment voilà, mettre en action ceci? C'est là que nous nous sommes rapprochés de l'établissement public foncier qui a permis d'acquérir la totalité de l'îlot où il y avait 2 propriétaires, de faire l'avance de trésorerie et de pouvoir permettre ainsi d'arriver à réhabiliter l'ensemble de ce bâtiment. Maintenant, pour la commune, il n'était pas envisageable, voilà, vous voyez l'état du bâti, il n'était pas envisageable de pouvoir assurer l'investissement des commerces au rez-de-chaussée et des locaux vacants sur l'étage. Nous sommes donc partis sur une convention tripartite avec l'établissement public foncier. La convention tripartite avec cet établissement, avec la commune et avec la communauté de communes Bastide de Lomagne qui détient la compétence économique. Le fait d'acquérir cet îlot, donc l'EPF a permis l'avance de trésorerie. Monsieur Pochet expliquera ensuite les modalités de remboursement qui peuvent en découler et a permis également d'apporter une ingénierie dans les études et les diagnostics techniques du bâti. Mais ce qui est intéressant pour la commune, c'est qu'elle garde la main sur son projet. Et elle en reste le maître d'ouvrage pour pouvoir aller jusqu'à l'aménagement qui est opportun. La commune a donc assez rapidement souhaité installer des commerces puisque du fait que la commune est acquérie avec l'EPF et le bâtiment, ensuite les porteurs de projets, les locaux ont voulu louer rapidement des commerces puisque le besoin était là. Donc, nous avons rapidement établi des baux précaires avec le BF pour pouvoir installer ces commerces. Concernant l'étage, nous nous sommes rapprochés du toit familial de Gascogne, qui est un bailleur social, et que nous avons désigné comme tiers acquéreur de l'étage pour pouvoir mettre comme projet la réalisation de 6 logements. Aujourd'hui, tout ceci est en musique. Les commerces ont pu commencer à exercer sur le rez-de-chaussée, mais des travaux vont être maintenant réalisés par la mairie avec la réhabilitation des façades. Et le toit familial a déposé le permis de construire et est en train de travailler sur le projet de réhabilitation de cet étage pour pouvoir ensuite commencer à louer et à réinvestir les lieux en tant qu'habitation. Elsa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Comme vous voulez, sinon je vous propose d'entendre justement Monsieur Pochet. Alors, directeur foncier adjoint Ouest, j'avais mangé un mot dans ma présentation tout à l'heure. Monsieur Fauché, est-ce que vous pouvez présenter l'intervention d'un EPF? Je vois que vous aviez une slide sur le sujet et puis présenter la façon dont vous êtes intervenu sur ce projet. Oui, alors merci. Bonjour à toutes les et tous. Alors c'est un séminaire très pratico-pratique, donc j'espère que vous me pardonnerez cette première diapositive qui est un peu généraliste. Et simplement pour rappeler très rapidement ce qu'est un EPF, si certains ou certaines ne le savent pas, notre mission principale, c'est de faire du portage foncier. Et à cela s'accompagne de l'ingénierie, alors foncière principalement, mais aussi de l'ingénierie de projet. On intervient dans le cadre d'un programme pluriannuel qui détermine des axes d'intervention. Au principal, l'habitat. On intervient aussi sur le développement économique et la préservation de l'environnement. Et sur la diapositive, une frise qui vous démontre le déroulé d'une intervention classique d'un EPF. Commence par un conventionnement avec la collectivité, qui se poursuit avec des études de l'analyse et du conseil. Ensuite, généralement de l'acquisition foncière, alors soit amiable, soit sur des procédures plus contraignantes. Ensuite, une phase de portage du bien. Et ensuite, on va, selon les cas, réaliser parfois des travaux, essentiellement de la sécurisation, de la démolition ou de la dépollution. Et enfin, on cède le foncier à l'opérateur, et c'est important de le préciser, qui nous sera désigné par la collectivité ou à la collectivité elle-même. Alors, si vous voulez bien passer à la diapositive d'après, merci. Donc sur Saint-Clar, je vais dérouler un peu tout le processus parce que là, on l'a quasiment en entier. Euh, Au départ, donc on rencontre la commune de Saint-Clar qui a un projet intéressant à rappeler le DGS sur son cœur de ville et en plein centre-ville, sur un îlot qui est pas simple. On commence par un conventionnement avec la collectivité et on va commencer à regarder la composition de la propriété foncière de l'îlot, qui, comme vous le voyez, même à l'échelle d'un plan masse, est particulièrement complexe. D'autant plus qu'on surplombe le domaine public avec des arches qui surplombent le domaine public. Euh, Si vous voulez bien passer, voilà. Alors, c'est un peu plus parlant comme ça. En clair, sur cette unité, on avait un ensemble de difficultés, on va dire, foncières, qui nous a amené à revoir ensuite la collectivité. La première, c'est qu'on avait déjà, en bleu, là, ce que vous voyez, c'est une partie du bâtiment qui est en monopropriété. On a ensuite, sur la partie orangée, une partie de bâtiment qui est en copropriété, avec une copropriété qui était dans la même famille, donc avec en gros les mêmes propriétaires, mais avec la particularité d'un étage et d'un R+1 occupé par un logement qui était signalé, en tout cas insalubre. Là, c'est la façade arrière. Alors, c'est pas plus simple sur la partie arrière, puisqu'on se retrouve avec une autre copropriété, pour le coup, avec au rez-de-chaussée un lot qui est détenu par le premier propriétaire de l'autre copropriété, et avec sur l'étage un autre propriétaire qui dispose que d'un appartement, donc le plus simple. Et on retrouve la même monopropriété sur la partie droite. Ensuite, simplement quelques photos pour vous dire que, bah, en plus d'une composition de la propriété qui n'est pas la plus simple du monde, on est sur des bâtiments qui ne sont pas, en bon état, ni faciles à réaménager, puisqu'on est sur des bâtiments très enchevêtrés, où parfois la structure de la propriété ne correspond pas forcément à la structure des bâtiments à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez parfois un commerce qui fait la totalité d'un rez-de-chaussée, mais qui pourtant est sur deux copropriétés. Donc tout ça nous a amené à revoir la collectivité, puisqu'au départ, on devait acheter qu'une partie de ce foncier-là. C'est-à-dire qu'on devait se rendre propriétaire de la monopropriété, d'une partie de la copropriété et laisser le logement à l'étage occupé tel qu'il était, et de la copropriété à l'arrière. Finalement, on a échangé avec la collectivité. Alors, ça faisait une emprise plus large à acquérir,
Mais en termes de projets et de travaux derrière, c'était plus évident d'intervenir sur une structure simple, au moins dans la propriété, que d'intervenir sur plusieurs copropriétés, parce qu'après, on se retrouve avec des difficultés en phase travaux. Donc l'idée, ça a été d'acheter l'ensemble des lots de toutes les copropriétés. Donc on a dû renégocier, puisque les propriétaires n'étaient pas vendeurs de la totalité au départ, et on se retrouve avec un prix de revient plus élevé et à annuler l'ensemble des actes de copropriété au moment des actes. Ce qui fait qu'on se retrouve, in fine, avec un îlot complet, avec une structure avec une seule propriété. On a fait disparaître l'ensemble des copropriétés. Ensuite, sur le projet lui-même. Le projet de la collectivité, c'était bien, et c'est ce qui nous intéressait aussi, de faire revivre le rez-de-chaussée au sens commercial, puisque tout était vacant, et de pouvoir en même temps réhabiliter les logements qui se situaient enfin, plus ou moins à l'étage, puisqu'ils n'étaient pas véritablement complètement encore des logements. Donc on avait une emprise qui était assez importante, avec la collectivité qui était porteur de la partie rez-de-chaussée commerciaux, et un bailleur social qui était favorable à réaliser la réhabilitation de l'ensemble des étages pour du logement. L'idée dans ce cas-là, c'est qu'on se retrouve, nous, avec un prix de revient de 300 000 euros, qu'on répartit alors, sur ce qui va devenir propriété communale et sur ce qui va devenir propriété de l'opérateur toit familial. Avec une subtilité, c'est qu'on a un dispositif au sein de l'EPF qui s'appelle la minoration foncière. La minoration foncière, le principe, il est assez simple. C'est que là, dans l'exemple type, on se retrouve avec une charge foncière de départ pour l'opérateur de plus de 200 000 euros. Clairement, vu le coût des travaux qui sont quand même relativement importants dans cette propriété-là, parce qu'il faut tout refaire, le bailleur peut absolument pas mettre cette charge foncière sur ce rachat. Et donc, on a un dispositif de minoration qui nous permet de réduire ce coût pour l'opérateur. Et là, en l'occurrence, on a minoré de plus de 163 000 euros. Ce qui fait qu'au lieu d'acheter notre bâtiment 204 000 euros, le bailleur social, toit familial, l'achèterait 36 000 euros, ce qui est vraiment pas neutre pour son équilibre économique. Et si on lui revend 204 000 euros, l'équilibre économique n'y est pas. Et là, on est sur un projet mixte, puisqu'on est sur un rez-de-chaussée commercial et des étages logements. C'est assez typique, hein, on retrouve ça souvent dans les cœurs de ville, sauf que la structure de la propriété, il va falloir la recomposer, puisqu'on va forcément vendre une partie à la commune et une partie à l'opérateur. Alors, on a discuté assez longtemps de savoir si on faisait des divisions en volume, et finalement, on s'est aperçu que les actes allaient être concomitants, c'est-à-dire qu'on allait vendre en même temps à la commune le rez-de-chaussée commercial et en même temps à l'opérateur la partie étage. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment du premier acte, on va recréer une copropriété avec l'ensemble des autres copropriétés qui correspondent au logement, donc à tous les appartements, plus tous les commerces qui ont été recomposés par la commune sur les rez-de-chaussée. Et on va vendre des lots de copropriété avec des tantièmes comme si on était dans une vente classique de lots de copropriété. À savoir qu'on a une petite subtilité, c'est qu'il y avait un besoin pour la commune de faire rentrer assez rapidement des commerces pendant le portage. Et donc là, l'idée, ça a été de faire des baux précaires, de sorte que des commerçants puissent s'installer sans partir sur du bail commercial classique pendant le temps du portage, ce qui a permis aussi de commencer l'opération presque en amont. Donc ça, je pense que c'est la commune. On est donc vraiment sur un partenariat gagnant-gagnant, hein, puisque nous, on a pu investir les lieux rapidement, installer les commerces rapidement, voilà, même si les travaux ont été réalisés plutôt en régie pour que les commerces puissent s'installer. Mais aujourd'hui, voilà, vous voyez un petit peu des photos du projet de rénovation de façade, hein, comme je le disais, le permis de construire est déposé. Vous voyez l'arrière qui va être entièrement refaçadé.
l'ensemble des menuiseries. On revient sur un aspect architectural avec ces boiseries sur les commerces. Voilà un petit peu le projet. Et donc aujourd'hui, voilà l'arrière avec un petit jardin, puisque nous avons comme commerce installé aujourd'hui une galerie, voilà, l'arcade. Et l'arcade a le nom de la galerie. C'est ce bâti-là qui va à l'arrière, sur la photo qu'on a vue avant, qui va avoir son petit jardin. Donc vraiment, tout le monde est ravi là-dessus. Nous avons une friperie, Monsieur Couture, donc un créateur qui s'est installé, et un épicier qui revient au centre-bourg, et ça, c'était un véritable besoin pour notre commune. Donc, vraiment, c'est gagnant pour nous. On a remis du commerce, c'est gagnant pour le toit familial de Gascogne avec cette minoration. Et vraiment, ça permet d'avoir une capacité d'investissement qui est intéressante pour ce bailleur social et pour pouvoir ramener des habitants au centre aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, j'ai l'impression que les propos de chacun étaient très clairs, puisque à ce stade, en tout cas, pas de questions. Mais peut-être, Monsieur Fauché, est-ce que je peux vous questionner sur la façon dont vous intervenez auprès des petites villes de demain? Comment vous sollicitez et est-ce que vous intervenez auprès de d'autres petites villes de demain dans la région? Et sur quel type de projet? Alors, on n'intervient pas partout, puisque le point de départ, il faut que la collectivité nous saisisse. Donc, il faut déjà qu'elle sache qu'on existe. Mais là, ça commence à être de plus en plus le cas. Et après, on intervient sur des choses très différentes les unes des autres. Alors, soit on est sur des conventionnements avec la collectivité qui sont très périmétrés, c'est-à-dire que c'était le cas à Saint-Clar. On avait un immeuble ou un groupe d'immeubles qui était préciblé. Et donc, c'était ce sujet-là qui était prégnant et sur lequel il fallait intervenir. On a aussi la capacité à pas limiter notre intervention à un immeuble, parce que parfois, on s'est rendu compte que dans le cadre PVD notamment, les collectivités avaient fait pas mal d'études généralistes. Et donc, l'idée, c'était plutôt d'aller sur des conventions un peu plus larges, un peu plus, on va dire, généralistes également, pour leur laisser le temps de cibler les biens qu'elles souhaitaient, sur lesquels elles souhaitaient qu'on intervienne. Donc, on n'a pas de règles prédéfinies par commune. On va dire qu'on s'adapte aux besoins. Alors, soit c'est une commune qui a de l'ingénierie, soit c'est une commune qui n'en a pas. De la même manière, on va adapter l'ingénierie dont elle a besoin, soit en régie directement EPF, soit externalisée, parce qu'on ne fait pas tout en régie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Je m'adresse à nouveau à vous, mesdames, et vous compléterez, Monsieur Pochet, si besoin. Finalement, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la durée du projet entre les premières réflexions et la prise de contact avec le PF et la livraison? J'imagine que c'est très différent d'un projet à l'autre, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer, mesdames? Alors, le contact avec le PF va remonter il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, Monsieur Cochet. On est sur 3 années. Alors, comme vous l'avez expliqué, voilà, nous, les commerçants étaient prêts. Ils ne pouvaient pas investir, mais ils avaient déjà les valises devant, devant la porte. Donc, par contre, la mairie a mis des bouchées doubles pour faire rentrer les commerces. Et aujourd'hui, on est vraiment au stade du dépôt du permis de construire et les travaux ne sont même pas encore engagés pour la partie habitat et pour la réfection des façades. Donc, c'est un projet sur 5 années. Je pense que dans 2 ans de plus, on devrait avoir notre îlot réhabilité au centre. Merci, je laisse Monsieur Pochet peut-être compléter. Vous vouliez compléter, Elsa, pardon. C'est aussi pour rebondir sur la question précédente par rapport à l'intervention de l'EPF, juste sur notre comité de commune. Du coup, on a aussi sur Montbélizen l'EPF qui devait nous prêter d'une friche commerciale dans le centre du village. Là, c'est un projet qui est bien en amont, donc qui
en train de on va lancer là une étude, un développement d'études prochainement. Et ensuite, par exemple, sur un autre village où justement un projet de faire un périmètre opérationnel où justement on a besoin, la mairie a besoin d'avoir plus d'accueil, plus de bâtis parce qu'il manque des commerces dans le centre. Donc l'idée c'est de vraiment faire un zonage pour pouvoir réagir rapidement s'il y a des opportunités qui s'ouvrent à l'aventure. Merci beaucoup, Elsa. Monsieur Pochet, est-ce que vous voulez compléter sur voilà, la durée que peut prendre un projet de cette envergure? Non, effectivement, c'est très variable. Alors, ce Mm. qu'on constate, nous, à l'échelle régionale, c'est qu'en gros, nos portages durent 3 4 ans. Relativement court, mais c'est pas la Mhm. durée totale du projet, parce que on achète et on revend. Après, quand on revend, alors généralement les autorisations sont purgées, mais le projet n'est pas encore livré. Donc il se passe encore un peu de temps derrière de réalisation en tant que tel, même si nous on sort du jeu. Mais c'est à peu près ça. C'est en gros 4 5 ans pour un projet de cette nature-là. C'est déjà court. C'est des projets qui font aller Mm. vite. C'est des projets où on avait, pour le coup, à Saint-Clair, on avait déjà un bailleur qui était intéressé. On a une commune, on a toujours d'ailleurs une commune qui est dynamique, qui avance. Et donc, c'est un élément clé, de toute façon, de la réussite de ce genre de projet qui est pas simple, où il faut une mobilisation de tout le monde, EPF, mais commune aussi, et opérateurs privés s'il y en a. Donc, c'est à peu près ça. Nous, nos conventions, pour avoir un ordre d'idée, les conventions classiques, c'est 8 ans de portage. Mm. Donc, d'avoir un portage plus court, c'est pas gênant. Et au contraire, ça montre un peu une dynamique, mais c'est à peu près ce qu'on constate. 3 4 ans de portage, à peu près. Mm, complètement. Alors, la question de la minoration interroge et intéresse. Alors, déjà, peut-être une question préalable. Est-ce que cette question de minoration est accessible et déployée dans chacun des EPF, déjà pour savoir, voilà, est-ce que ça concerne tous les EPF ou juste Occitanie? Et puis finalement, à qui elle bénéficie? Est-ce qu'elle peut aussi bénéficier à une collectivité? Et est-ce que cette minoration peut amener un coût nul ou minime pour le bailleur social ou la collectivité? Alors, donc, je vais essayer de ne pas rentrer dans le côté trop technique pour rester compréhensible. Nous, notre dispositif, alors, il n'est pas propre à nous, hein. Je pense que, alors, c'est sûr qu'il y a pas qu'un EPF qui le fait. Après, je ne sais pas si tous le Mm, font de cette manière-là, en tout cas. Nous, le principe, c'est de minorer que pour certaines opérations. En clair, aujourd'hui, on ne minore que pour le volet habitat et que pour la partie logement locatif social plus PLAI. Avec certaines exceptions en ORT, on va pouvoir minorer des opérations plus classiques, en tout cas un peu différentes que le logement locatif social. Ça peut être l'accession sociale à la propriété, le PCLA, et ça peut être des dispositifs fiscaux classiques tels que le Denormandie ou le Malraux. Et ça que en territoire particulier, notamment en territoire ORT. Le principe, il est le suivant, c'est que dans beaucoup de villages où on va se concentrer sur les centres anciens, souvent le foncier est un problème d'équilibre d'opération pour l'opérateur. Et c'est pas tout le temps le problème, c'est-à-dire qu'il y a des villages aussi en zone rurale où le foncier n'est pas un problème puisqu'il coûte pas cher et c'est pas ça la difficulté pour sortir l'opération. Mais quand c'est le cas, et qu'on se rend compte que l'opérateur, il a 1500, 2000, 2500 euros par mètre carré de travaux à faire pour avoir quelque chose de correct en réhabilitation, et ben on sait qu'il ne pourra pas mettre trop sur la charge foncière. Et donc, à ce moment-là, on a un dispositif qui nous permet de rééquilibrer le foncier. Alors, on ne pourra jamais vendre gratuitement, c'est-à-dire que le foncier n'est jamais à zéro. On vend toujours un foncier parce qu'il aura forcément une valeur, donc il faudra quand même que le bailleur social où la collectivité mette quelque chose sur le foncier. Mais pour donner un ordre d'idée, sur les minorations, on peut être entre 15 et 25 000 euros par logement. Ce n'est pas une subvention, hein, mais ça donne un ordre d'idée du montant final. Et il n'est pas réservé qu'aux bailleurs sociaux. C'est-à-dire il est pas lié à la personne qui achète, mais elle est liée au type de produit qui sort. Donc en clair, ça peut être très bien un opérateur privé, un bailleur social,
coup, on a souvent des communes. Dans un certain nombre de territoires, on n'a pas d'opérateurs pour faire ce type d'opération. Et donc, on a soit des opérateurs qui sont pas en capacité de porter 1 euro de foncier, c'est des opérateurs comme Solia. Eux portent les travaux, mais pas le foncier, donc il faut que ce soit la collectivité qui le porte. Ou alors, on n'a pas du tout d'opérateur. Dans ce cas-là, il faut forcément que ce soit la collectivité qui fasse pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Et donc, notre Hmm. dispositif, il s'applique de la même manière pour un bailleur ou pour une collectivité. Je crois que vous avez du coup répondu à une des questions qui était posée, qui était comment on fait si on n'a pas de bailleur ou d'opérateur privé? Donc la réponse c'est la collectivité qui se lance ou alors rien ne se fait. Oui, malheureusement, on a quand même pas mal d'exemples de collectivités qui doivent pallier au manque d'opérateurs parce que, alors, soit parce qu'on est en zone où il n'y a pas d'opérateurs, ou alors l'équilibre économique n'y est pas. C'est-à-dire qu'intervenir en centre ancien, de trouver un modèle économique pour ça, c'est quand même compliqué. Et donc, parfois, la collectivité elle est bien obligée, si elle veut qu'il y ait un peu d'offre de logement locatif social, Hmm. euh, de, de, de prendre la main sur la sortie d'opération. Merci. Mesdames, vous êtes questionnées sur le budget que vous avez pu consacrer, y compris sur la partie rez-de-chaussée commerciaux. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme on décortique votre projet, on veut bien vous entendre là-dessus. Et puis une seconde question que je me permets de relayer de suite, c'est est-ce que vous envisagez une nouvelle opération en collaboration avec le PF? Concernant le budget, au regard de la rapidité dont il fallait exécuter les travaux sur les rez-de-chaussée, le choix a été porté de réaliser les premiers travaux en régie, donc sans financement public. On était à hauteur de 60 000 euros de travaux pour la réhabilitation des commerces à rez-de-chaussée. Ensuite, une enveloppe de 100 000 euros environ va être dégagée pour la rénovation de l'extérieur et la réhabilitation des façades, où là, nous aurons un accompagnement de l'État au titre de la DETR et un accompagnement de la région au titre du dispositif de l'opération façade. Ces deux dispositifs permettront d'amoindrir les coûts pour la réhabilitation des façades. Concernant un autre projet avec le PF, mais pourquoi pas si le bâti est là, si la localisation est opportune, si les porteurs de projets sur la commune de Saint-Clair, on les a. Donc, et la mairie, même sans parler de l'EPF, elle n'est pas à son coup d'essai, puisque la mairie a toujours été une politique de faciliter l'installation de commerçants en achetant le bâti, en faisant des travaux, en mettant des locations à des prix très raisonnables le temps que le commerçant s'installe, fasse 1, 2, 3 années pour arriver à une rentabilité, lui permettre d'acquérir ensuite le bâti. Ça s'est déjà fait pour 3 commerçants sur 5 ans. Donc voilà, la mairie est toujours à l'affût des dispositifs possibles pour faciliter l'installation. Très bien. Et quelles sont du coup les prochaines étapes pour la réhabilitation des étages? Donc là, le toit familial de Gascogne, au regard de l'inflation, a souhaité prendre un temps de réflexion avec des diagnostics plus poussés, puisque le projet est ambitieux hein, au niveau du toit familial, 6 logements avec chacun un extérieur. Voilà, le projet est magnifique, une partie de la toiture complètement enlevée pour faire des terrasses privatives. Bon, aujourd'hui, le toit familial procède à des diagnostics du bâti plus poussés pour ensuite lancer le marché public d'ici 6 mois environ, j'espère. D'accord. Monsieur Pochet, comment solliciter votre EPF ou les EPF en général? Est-ce que c'est une prise de contact de la collectivité sur un sujet en particulier ou
ou est-ce qu'elle vous prend contact auprès de vous pour vous présenter l'étendue de leur projet, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt elle vous sollicite pour que vous présentiez l'étendue de vos interventions possibles? Comment ça se fait habituellement? Alors, pour les autres EPF, je ne sais pas. Pour le nôtre, en tout cas, c'est les deux. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe, c'est que la collectivité, alors, soit nous fait un mail à notre adresse générale au siège, soit elle nous connaît déjà et elle a nos contacts, elle nous fait un petit mail. Généralement, ce qui se passe, c'est que on provoque une réunion sur place. Donc, on va la voir, elle nous explique un peu ce qu'elle souhaite faire, son projet, et nous, on lui explique ce que c'est que le PF et ce qu'on peut faire. Puis on voit si les deux arrivent à une possibilité d'intervention. Et si c'est le Hmm, cas, bah, après, bah, c'est assez simple, hein, on passe l'information. très clair. Est-ce que les uns et les autres, vous souhaiteriez apporter des compléments à votre intervention ou des choses que vous n'auriez pas encore évoquées et que vous regrettez de ne pas l'avoir fait? Alors, moi, j'ai juste un petit complément. C'est simplement que ce genre d'opération, c'est euh, c'est courant quand même dans les centres anciens. On en voit souvent des bâtiments dégradés. Euh, Clairement, ça nécessite des élus et des techniciens dans les collectivités qui soient très moteurs, et ce qui était le cas à Saint-Clar, et d'aller chercher tous les financements possibles Hmm. euh, pour pouvoir aboutir à des équilibres économiques pour les collectivités. L'ingénierie financière est une des grandes missions des chefs de projet Petite Ville de demain et je vois que Madame la DGS acquiesce. Souhaitez-vous apporter des compléments, mesdames? Mais moi, je trouve que ça, voilà, c'est vraiment un dispositif qui permet de réaliser des projets que seule la commune voilà, n'aurait pas pu porter, c'est évident. Une ingénierie voilà, pour tout le portage des copropriétés dénouées, voilà, comme l'a expliqué M. Baucher, c'était compliqué juridiquement. Voilà, le PF a vraiment tous les outils qui facilitent l'émergence du projet. Nous, petites collectivités, on n'est vraiment pas équipés pour mener ce genre d'action. Et vraiment, l'EPF est un appui formidable pour réaliser ces projets-là. Et financier et technique. Exactement. Hmm. Ça relance certaines questions, nos derniers échanges. Je pense que l'EPF Occitanie, comme d'autres, sont, j'imagine, volontaires pour pouvoir présenter leur intervention dans le cadre de clubs départementaux Petites Villes de demain, puisque il semble qu'il y ait des réactions sur la capacité des EPF à être à avoir une première mise en relation avec plusieurs communes en même temps. Et je pense que les clubs locaux sont tout à fait l'occasion de le faire. Clubs locaux animés par les services en préfecture en direction départementale des territoires. Donc n'hésitez pas aussi à vous tourner vers vos référents petites villes de demain pour voilà, susciter aussi ce type de présentation devant un public plus large. Merci à nos intervenants du jour, c'était fort intéressant. Nous, on se retrouve très bientôt pour le dernier rendez-vous dans le cadre de la saison thématique lundi prochain, puisque nous évoquerons comment une petite ville de demain ou comment les petites villes peuvent être être attractives via leur offre de logement. Et puis sachez que notre partenaire PopSu Territoire organise aussi un café de la recherche sur la revitalisation des logements vacants avec l'exemple de Briançon dans les Hautes-Alpes ce vendredi à 14 heures. Merci encore à nos intervenants. On se revoit très bientôt pour nos prochains rendez-vous et n'hésitez pas, soyez attentifs à la capitalisation que l'on va vous proposer dans les prochains jours et qui sur toute la saison thématique. À très bientôt. Bonne journée.